Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai, je fais deux choses pour RT. J'avais commencé, j'ai fait quelques émissions qui s'appelaient La France oubliée, j'allais à la rencontre des Français laissés pour compte. Et cette émission, ce magazine a été relancé. Donc je vais à la rencontre des Français. J'ai fait des boulangers, des traiteurs, des gilets jaunes, des profs, qui viennent expliquer quel est leur quotidien, leur vie réelle. Et je mets ça en face de la storytelling officielle. Bon, donc ça c'est un premier point. Et dans le débat, Magali Forestier, qui mène ça de main de maître, effectivement invite tout le monde. Et je n'ai jamais été aussi libre. Je suis entièrement libre. Nous choisissons, on en discute nous-mêmes nos sujets, nous invitons qui nous le souhaitons, et nous avons une parole entièrement libre. Je suis pas réputé pour la dans ma poche ou accepter des ordres. Donc personne ne m'a jamais dit il faut que tu parles plutôt de ce sujet, évite ce sujet. Je partirai immédiatement si tel était le cas. J'ai éprouvé dans ma carrière, je pense que il n'y a pas un actionnaire qui a pu me donner un ordre où j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire parce que je considère non pas que c'est un acte de rébellion particulier ou un morceau de bravoure, mais que ça fait partie de mes fonctions et que je suis journaliste, je dois relater le monde tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit, de mes fonctions, de mes devoirs et de ma profession de foi. Parce que pour moi, le journaliste, c'est plus qu'un métier, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est une curiosité permanente. Moi, j'aime le débat. J'aime quand les gens ne sont pas d'accord. J'aime confronter mon point de vue. Je peux changer de point de vue quand j'ai en face de moi un argumentaire intéressant, construit, qui m'éclaire dans des zones d'ombre, des choses que j'avais pas vues, pas comprises. Je suis capable de changer d'avis. Et il me semble que c'est la tradition française, cette espèce de je sais pas moi, comme disait un peu Hegel, quoi, tu vois, cette dialectique créatrice de sens, parce que quand tu te rencontres, ça enrichit la discussion. Donc moi, oui, je suis entièrement libre et je peux dire à l'antenne de RT France ce que je ne pourrais jamais dire sur le service public ou même sur toutes les chaînes privées ou pratiquement toutes les chaînes privées, parce qu'on me couperait immédiatement la parole. C'est pour ça que je vais plus sur ces plateaux-là. Souvent, moi, je me suis entendu dire « Vous ne pouvez pas dire ça ». Je dis « Ah bon, et pourquoi je ne pourrais pas dire ça ?» Parce que dire ça, vous n'avez pas les preuves. Dire ça, c'est complotiste. Dire ça, c'est faire le jeu de... J'ai dit « Attendez, j'ai besoin de personne pour réfléchir par moi-même. J'ai un cerveau quand même voilà, qui fonctionne. Je fais la part des choses. Je suis un être rationnel. Bon, ça fait 40 ans, 35 ans que je fais ce métier. Bon, voilà, c'est gentil. Je vais bien prendre des leçons, mais j'exige des professeurs qualifiés. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire de François, je trouve, c'est que, bon, déjà, ça n'a pas plu à l'establishment, comme on dit, politique,
politico-médiatique, devrais-je dire, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, et il y a des explications à ça, il n'y a pas de complot, que le monde médiatique n'est qu'une sous-classe politique. Pourquoi ? Parce que effectivement, les financements, quand on voit qui possède les médias, c'est pour ça les gens qui possèdent les médias sont pas fous, hein, en France comme partout dans le monde. Ils gagnent pas beaucoup d'argent avec les médias, voire en perdent à gros bouillon. Mais c'est un instrument d'influence, à la fois pour être un paratonnerre, quand tu es actionnaire, pour pas être embêté sur tes propres affaires. Deuxièmement, pour faire valoir tes idées et protéger le tabernacle, le saint des saints, pour ne pas qu'il y ait une révolution populaire et que le corps central de tout ton business soit protégé. Accessoirement, ou pas, faire des affaires, hein, parce que quand tu es effectivement comme Niel dans l'internet, la téléphonie, ou comme Monsieur Drahi, d'autres dans le médicament ou les travaux publics, évidemment, tu fais des affaires avec l'État ou avec les États, suivez mon regard, qui sont portés au pinacle, dont celui administré par Monsieur Zelensky, puisque j'ai entendu, maintenant c'est de notoriété publique, que l'Ukraine voulait faire de Kiev la ville pilote mondiale en termes d'écologie, de transport, d'infrastructure, de téléphonie, d'Internet. Alors évidemment, suivez l'argent, suivez les actionnaires et vous comprendrez la ligne politique de telle ou telle chaîne en fonction de leurs intérêts. Alors ce qui est intéressant, je trouve, dans l'histoire de François, c'est évidemment, lui, c'est le vilain petit canard. Hein, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il donne la parole à des gens du peuple ? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Macron ? Pourquoi il n'est pas d'accord avec tous les journalistes proches de Macron ? Donc on t'a supprimé la CPAP, tu as eu une décision de justice favorable, et tu as l'exécutif et les journalistes qui se permettent de critiquer une décision de justice, alors qu'ils disent toujours, quand les politiques sont mis en cause, ou quand Macron lui dit « Ah ben il y a le PNF qui enquête. » Ah mais moi je laisse travailler la justice en toute indépendance. Mais tu vois, quand ça touche un média, alors on t'affuble de tout un tas d'épithètes aussi, complotistes. J'ai écouté effectivement Céline Baïdarco, pour pas la nommer, qui fait une rubrique média sur France Info, qui est à mourir de rire, hein, d'ailleurs. Cette rubrique média, elle n'invite que ses copains, c'est toujours, il y a aucun esprit critique, hein, c'est toujours pour faire la promotion d'une chaîne, d'une émission, d'une nomination. Ah, alors, vous êtes directeur des programmes, alors comment ça se passe? Bon, voilà. Et donc là, elle, interrogée par le matinalier, ça passait en boucle, hein, c'est passé en boucle plusieurs fois dans la journée, expliquer pourquoi cette décision était scandaleuse de justice et que François était accusé, média sulfureux, accusé, on ne sait par qui, hein, de véhiculer des thèses conspirationnistes. Alors, il y a eu un exemple précis, c'était celui de Lalanne, la tribune qu'il avait écrite pour appeler au soulèvement du peuple français, etc. Ma foi, ce sont les mêmes gens qui louaient Émile Zola dans J'accuse, sauf qu'ils se sont un petit peu trompés. Ils avaient tous le rêve de devenir Zola et de dire J'accuse. Et ils se sont réveillés en petits supplétifs et ils disent Je dénonce. Entre J'accuse et Je dénonce, il y a quand même un monde. Mais dans une démocratie, enfin, je sais plus trop ce que ça veut dire, mais dans une démocratie normale, disons, avec une presse censée être libre, et des tribunes d'opinion revendiquées comme telles. Lalanne, que je connais bien par ailleurs, est un personnage public, un poète de talent, un auteur, compositeur, interprète qui a écrit parmi les plus belles chansons du répertoire français, bon voilà, qui est un personnage connu. Il exprime des opinions. On a le droit de ne pas être d'accord avec ses opinions, mais au nom de quoi on va censurer le journal, demander sa mort, etc. Quand, je sais pas moi, et puis il y a effectivement, comme tu dis, il y a la justice. Quand Éric Zemmour parle du grand remplacement et a des propos peu amènes vis-à-vis de la communauté musulmane, etc. Il y a des procès qui sont intentés, il les perd, il les gagne, il fait appel. Il y a une justice. Au nom de quoi on va mettre une surcouche à la fois de délation, de dénonciation et de certificats, alors qu'il y a des certificats pour le coup officiels délivrés par
le ministère de la Culture, des certificats de bonne conduite, de mauvaise conduite, des bons points, des mauvais points. Lui, il a le droit de parler, lui, il n'a pas le droit de parler. Et donc, en fait, on n'a le droit de s'exprimer que les médias, si j'ai bien compris l'histoire, qui ont des financements publics, hein, des aides à la presse. C'est marrant parce que quand tu regardes qui bénéficie des aides à la presse, c'est tous les oligarques. Donc, entre 2 millions, même plus, par an, jusqu'à 400 000 euros par an, ils y sont tous. Donc là, eux, ils ont le droit de s'exprimer, ils sont financés, ils renvoient très bien l'ascenseur d'ailleurs, et les autres qui sont indépendants doivent crever, quoi, parce que ce sont des manants, ils donnent la parole au peuple, ils donnent la parole aux gens qui sont pas d'accord, qui sont un peu agités. On a le droit d'être agité. On a le droit d'être révolutionnaire, marxiste, je sais pas moi, dès lors qu'on respecte la loi. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des lois écrites, on respecte la loi. Il y a la loi de 1881 sur la presse, il y a la loi sur la diffamation. Si on estime être diffamé, on intente un procès et on se défend. Et la diffamation, c'est très précis, hein, tu le sais. C'est très compliqué il faut que ce soit des faits très précis, qui correspondent à des qualifications pénales précises. Bon. Donc là, on est dans le grand n'importe quoi permanent, et ça pose aucun problème de conscience aux journalistes. Cette affaire, elle est symbolique, en fait, de la dérive de la société macroniste, sous l'ère Macron. C'est que, avant Macron, il y a eu plusieurs précédents, des présidents de la République que je portais pas spécialement dans mon cœur. On n'était pas dans cette société de la pensée et de la parole criminalisée. Les médecins qui n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, moi, simplement, je connais mes patients, j'ai soigné toute ma vie, il y a 40 ans ou 30 ans que j'exerce, laissez-moi prescrire. Moi, j'ai eu le Covid, j'ai été soigné par un médecin que je ne connaissais pas, parce que j'avais déménagé, je vis à la campagne, et le type, quand je l'ai vu, j'étais pas bien, tout ça, il m'a dit, moi, je soigne. Je dis, bah, si vous soignez, c'est formidable. Et il m'a donné... Mais tous ces médecins ont été, je reprends la sémantique, le champ lexical de M. Macron, emmerdés par les ordres, leur ordre professionnel, etc. Finalement, tous ceux qui ont un avis différent, alors après, on va, selon le même procédé, faire des raccourcis et des collages. Tu vois, par exemple, sur RT, là, quand Cohen fait son édito, appelons ça un édito, moi j'appelle ça du concentré de bile et de fiel, il ne prend sur le plateau que les gens, évidemment, il y avait Philippot, donc les patriotes, et puis il prend une interview datée de Mariani, et donc pour faire, tu vois, ce collage, dire non seulement c'est une chaîne au service de l'État russe qui fait de la propagande, mais regardez, elle est alliée à l'extrême droite française, au pire du pire de l'infamie, qui bien sûr se fait financer par la Russie pour les campagnes électorales. Ce procédé, il est abject, il est profondément malhonnête, d'autant que, comme je le disais, M. Cohen se garde bien de dire que par qui cette émission est produite. C'est pas du service public, c'est du service public Canada Dry. Ça a la couleur du service public, l'apparence et l'odeur du service public, mais les petites bulles, c'est des bulles du CAC 40, tu vois, elles frétillent dans ton palais, là, sous ton palais. Elles explosent en de petites bulles agréables qui viennent te chatouiller comme ça et rappeler ce que tu dois dire. Et moi, c'est ça que je réprouve. On est dans une société libre. Et finalement, qui est le dernier juge? C'est le citoyen. Si tu racontes des conneries toute la journée, des insanités, que tes enquêtes sont dénuées de tout fondement, de toute preuve, que tu n'auras pas de lecteur. Parce que moi, je veux bien la théorie du complot. Je veux bien que... Voilà. Et alors, pour revenir là-dessus aussi, ce qui est intéressant, dans ces adjonctions de réalités connexes, comme je parlais pour le Front National, le Rassemblement National ou les Patriotes, tu as les sondeurs qui viennent en appui. J'ai vu un sondage cette semaine, ce week-end, de l'IFOP, sur les jeunes qui croient que la Terre est plate, etc. Mais alors, les sondages, et notamment avec l'IFOP, j'en ai fait pendant 20 ans. Je peux en parler, je sais comment ça fonctionne.
Je sais que comment aujourd'hui, malheureusement, les panels sont choisis, c'est-à-dire sur Internet. Hein. C'est pas du tout représentatif, c'est au volontariat. Tu peux t'inscrire 1000 fois et tu peux avoir que 2 personnes qui prétendument représentent tous les Français sur un panel de 1060 personnes. Enfin, c'est une escroquerie, hein, disons-le clairement. Mais tu vois, on va choisir le plus vil, le plus bébête, le plus abrutissant, le plus avilissant. Oh, ils pensent que la Terre est plate. Oh, regardez, ils pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Oh, ils pensent que les Russes nous envoient des trucs dans l'air pour prendre le contrôle de notre cerveau. Et ils font quoi? Que la population qui est éveillée, qui réfléchit par elle-même, qui essaie d'exercer son esprit critique ou son sens critique, est évidemment platiste, pense que les gens ne sont jamais allés sur la Lune, que les Russes nous envoient des substances chimiques pour prendre le contrôle de notre cerveau, et que Zelensky est l'alpha et l'oméga de la démocratie, et que bien sûr, il trouve que le nazisme, c'est cool, hein, parce que c'est ce qu'il a dit dans une télé, parce qu'on l'interrogeait sur une télé ukrainienne en disant, mais quand même, Monsieur Bandera, Stéphane Bandera, tout ça, bon, ce qui s'est passé en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit non, mais il n'y a pas de problème. C'est des héros nationaux, ils sont célébrés comme tels. Il y a des avenues hein, qui portent le nom de tous ces gens-là. Et il dit c'est cool. Bah, si c'est cool, allons-y, hein, puisque tout vaut tout. C'est une inversion de la charge de la preuve, c'est une inversion accusatoire. C'est un procédé bien connu de toutes les dictatures, en fait. Hein. Quand il y a quelqu'un qui gêne, c'est Orwell. Hein. Tu te rappelles, justement, quand il réécrit dans la minute l'événement et ça part dans un tube, parce que Big Brother is watching you, et il faut sans arrêt réinterpréter le réel, ce qui est hyper complexe, parce que du coup, tu as toutes les interconnexions avec le passé, le présent n'est qu'un futur en devenir, et il faut sans arrêt courir après les mensonges. Et nous sommes en plein dans cette dystopie. Et cette dystopie a pris la possession de nos cerveaux, parce qu'il y a, avec le confinement d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un peu un syndrome de la cabane, quoi, tu vois, du placenta, le cocon maternel, on est bien, il s'occupe de nous, et puis oui, il y a des gens qui pensent de travers, mais regardez, ils ont pas de chance, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Moi, je connais que les règles inhérentes à une profession, il y a la charte de Munich, il y a une déontologie, il y a une rédaction en chef. Les principes énoncés sont très clairs, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Hein. La charte de Munich, elle se lit en moins d'1 minute. Et puis, si des entités, des personnes morales ou physiques se sentent injustement attaquées, salies, diffamées, il y a la justice. Et tout ce qui est entre la justice et il ne doit pas y avoir entre les organes de presse et leurs représentants, normalement, et la justice, une espèce d'autorité morale, de chape de plomb qui ne correspond à rien, qui n'a pas d'existence légale et qui va dire le bien et le mal. Ça, c'est le début du fascisme. Ça, c'est le début du totalitarisme. Quand on commence à te dire, et ça va plus loin aujourd'hui, comme tu parlais de la pensée. Moi, j'ai eu des procès, puisqu'en tant que directeur de la publication, que ce soit de Lyon Capital ou de Sud Radio, on m'a fait, 50 procès. Donc, t'es mis en examen automatiquement. Je les ai tous gagnés, soit en première instance, soit en appel, soit en cassation. Mais ça coûte cher, ça coûte du temps. Mais on m'a parfois accusé, mes détracteurs, pas par des propos que moi j'avais tenus, que par un invité ou un journaliste ou un animateur avait tenu à l'antenne, par exemple, que j'aurais dû imaginer que telle ou telle personne invitée allait proférer ce genre de propos. C'est-à-dire, il fallait que je pratique, en tant que directeur de la publication, sur mon antenne, toutes les secondes, une espèce de censure a priori, en direct. Je ne sais pas comment c'est possible, pour les intentions. Oui, mais vous avez invité un tel, mais il a le droit de s'exprimer, il est élu, ou il est représentant d'un syndicat, ou c'est un simple citoyen. C'est à la fois, ça va puiser au pire du soviétisme, tu vois, ou de ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord, où tout est contrôlé, avec cette américanisation, je dirais, judiciarisation de la vie intellectuelle du pays,
Donc c'est le pire du pire des deux systèmes, quoi. C'est-à-dire tu dois penser dans un certain sens, sinon tu es mis à l'index au bord de la société. Et si tu continues, c'est judiciarisé, on te fait un procès parce que tu penses mal, tu réfléchis mal, tu écris mal, tu n'as pas le droit de dire que, vous n'avez pas le droit de dire que. Mais comment ça, qui êtes-vous pour m'octroyer ou me retirer le droit de dire ce que j'ai à dire et ce que je pense? Si je respecte la loi, alors bien sûr, si je vais dire que, si je suis négationniste, si je veux dire que la Terre est plate comme une piscine à débordement et que je passe tous les soirs à 20h au journal d'une grande chaîne de télé et que je dis « découverte, la Terre est plate ». Bon, je comprends qu'on vienne me chercher quelques problèmes, mais dès lors que j'émets une opinion et que j'ai en face de moi des contradicteurs, j'ai le droit de le faire. Et le problème, c'est justement que les choses soient claires. Quand c'est un édito, tu peux tout dire. Alors, dans les limites de la loi et dans les limites, allez, mettons, des bonnes mœurs. Je suis atterré. Alors bien sûr, il y a, comme je le disais, des décisions politiques. Bon, moi, j'ai pas voté pour Monsieur Macron. Je le ferai jamais, quelles que soient les circonstances. Je dis bien quelles que soient les circonstances. Bon, c'est mon droit, c'est mon choix. Je le revendique, je l'assume. Il a gagné, je respecte. Il a été réélu. Mais qu'ensuite des journalistes, des médias m'enlèvent le droit de réfléchir, de penser ou de dire ce que j'ai à dire, dès lors que je respecte toutes les lois connues, votées et en vigueur, ça me semble un peu lunaire, quoi. Et les journalistes sont devenus des délateurs. Pourquoi ils le font? Ils le font par... on me parle souvent de censure, tu vois. Mais je pense que c'est plus subtil que ça. C'est de l'autocensure. Parce que le job est compliqué. C'est difficile de trouver un emploi dans la presse, dans les médias et d'y rester. Donc, c'est toute une chaîne de commandement, je dirais un peu par des mensonges par omission ou parfois par contumace, tu vois. On pense que l'autorité suprême, Big Brother, ne serait pas content si on parlait d'eux. Donc, tout le monde répercute un peu cette façon de penser. Et donc, à la fin, tu as le type qui s'auto-censure et qui est uniquement dans les tendances. Et tu as quelques journaux, quelques médias qui donnent les tendances, au premier rang desquels l'agence France-Presse, qui est quand même la grande papesse de l'information en France, puisque 99% des informations présentes dans nos journaux sont des ressucés de dépêches AFP, ni plus ni moins. Donc elle donne le là, et à partir de là, tout le monde réagit en fonction de ce qui est mis en exergue. C'est pas que l'information soit plus intéressante l'une que l'autre, c'est simplement qu'elle est mise en avant, comme dans la grande distribution. Et tu as des vins comme ça, puis il y a ceux que tu peux attraper, voilà, et ceux que tu peux pas attraper, ils sont derrière, ils sont en bas. C'est un peu compliqué. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a une hypocrisie majeure de ce système qui a intérêt à ce que ça perdure, parce que tant que les actionnaires seront à la tête d'organisations financières, qui sont souvent des multinationales d'ailleurs, quand on regarde attentivement les choses, qui ont plus qu'en France des établissements fixes ou stables, enfin qui ne payent pas d'impôts pour beaucoup sur notre sol, il y aura un problème. On ne devrait pas pouvoir posséder de médias quand on est en affaire avec l'État dans des appels à candidature ou des appels d'offres de façon directe ou indirecte par des filiales. Et c'est toute la question, c'est tout le problème. Quand tu es... Alors, je vais pas citer de nom parce que ça n'a aucun intérêt, mais quand tu es possédé par une banque, un pan entier de la presse française, notamment régionale, qui est possédé par une grande banque, tu crois que tous les titres vont enquêter sur les pratiques de la banque ? Sur les frais bancaires, sur le recyclage de l'argent, sur les circuits. Ils vont taire, bien sûr, on parle pas de ça. Non, mais tu vois, juste pour... est-ce que quand il y a un conflit en Afrique, est-ce qu'on interdit RFI ? Quand il y a un conflit, je l'ai dit, en Israël, est-ce qu'on interdit 24 News, Al Jazeera, quand on parle du Qatargate ? Mais en quoi les médias
avec surtout quand il y a des rédactions françaises, comme c'est le cas, en quoi les journalistes, les animateurs, les techniciens doivent être concernés par les politiques des États qui financent les chaînes. En quoi? Dès lors qu'ils ont une totale liberté et que le pluralisme est assuré. Tout ça n'a aucun sens. Le CSA devenu Arcom, et avant de devenir Arcom, était déjà devenu une autorité, j'adore ce libellé, une autorité administrative indépendante. Comme si une autorité administrative en France pouvait être indépendante. C'est un bout d'État, soyons clairs. Et bon, moi j'ai beaucoup bataillé avec le CSA au moment de l'attribution des chaînes de TNT. Le CSA n'est que la courroie de transmission habilement recouverte de vernis de l'Élysée. C'est à l'Élysée que se prennent toutes les décisions structurantes, et je suis toujours en procès d'ailleurs dans ces chaînes, dans l'attribution de ces chaînes de télé. Ça fait plus de 10 ans maintenant, puisque je me suis rendu compte en participant à cet appel à candidature qu'il était inversé, et que une fois que les candidats avaient été désignés et adoubés par l'Élysée, ils ont organisé un appel à candidature. Bon, tout ça est grotesque, mais c'est typique de la France, je dirais, qui est un pays très sophistiqué en termes de comité théodule, autorité administrative. Tu vois, des organismes comme ça. Je voulais faire un bouquin, bon, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Il y en a des centaines en France. Ça coûte 1 milliard par an. 1 milliard par an. Il y a des hauts conseils dans tous les sens, sur les engins de pesage, l'hydraulique, sur le dopage, des gens qui parfois, pour certains hauts conseils ou conseils supérieurs, ne se sont jamais réunis avec des émoluments importants, hein, 9 000 euros en moyenne, des voitures de fonction, et parfois ils ne se sont même jamais réunis, quoi. Et donc voilà, le Conseil économique, social et environnemental, qui sont des espèces de sas de décompression entre deux élections pour les gens battus. La République française est très généreuse. Et sauf que, au bout du bout, comme pour le quoi qu'il en coûte, ce sont les petits, ce sont les citoyens qui sont priés de passer à la caisse et qui enrichissent. Parce que quand on regarde cette histoire, il y a eu le rapport d'Oxfam qui est paru cette semaine, on voit que les inégalités se creusent de façon exponentielle, qu'il y a de plus en plus de milliardaires en France, dont la plupart ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts en France, qui bénéficient de tout un tas de systèmes légaux, hein, je dirais, légaux, d'optimisation fiscale, sans parler des trusts et des fondations à New Jersey, à Guernesey, des places financières, Londres, des pays favorables comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, enfin bon. Donc tout ça est organisé de façon tout à fait légale, mais au bout du bout, le quoi qu'il en coûte, ça enrichit ces multinationales. On a sauvé quelques commerçants, quelques artisans de façon provisoire. On a juste reculé puisque là, avec l'inflation, c'est en train d'exploser. Les faillites vont évidemment être décuplées pour l'année 2023. Et toi, moi, tous les indépendants, les salariés, les petits dans la chaîne par rapport à ces multinationales géantes qui sont plus des entreprises mais des entités un peu bizarres, c'est nous qui payons. Et voilà, comme dirait Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon, c'est nous qu'on paye. Mais oui, c'est toujours nous qu'on paye à la fin. Voilà.